Damien, HIP pour les intimes, les milliers et les milliers d'intimes. Tu es un gamer professionnel, un professionnel du jeu vidéo de 27 ans. Tu as évolué au sein de plusieurs formations de joueurs itinérants avec lesquels tu as porté les couleurs de cette discipline en France et à l'international. Est-ce qu'on peut dire que ton métier est le plus incroyable fantasme de tous les enfants de la Terre et pas seulement des enfants? Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai que vivre de sa passion et avoir son travail comme passion, c'est forcément quelque chose d'incroyable. Donc, ouais, je pense qu'on peut dire ça, hein. Nickel. Nickel. Donc, Eagle Gaming, Overwatch League, tiré du célèbre jeu de tir à vue, Overwatch, Valorant, Valorant, je suis pas sûr de bien prononcer. Bon, c'est le but, au moins. Voici le nom des formations, des équipes dans lesquelles tu t'es illustré. Alors, c'est du jeu collaboratif. Alors, comment passe-t-on de la console de jeu maison à la console de jeu mondiale? Raconte-moi ta trajectoire. Est-ce que tu veux que je fasse mon parcours études, etc., ou juste les jeux vidéo dans un premier temps? J'aimerais bien que tu te présentes, en fait. Donc, ça Ouais, peut passer par les études, ouais. sachant que j'imagine qu'elles ne sont pas si loin dans le temps. Voilà, comment, en fait, si tu veux, j'imagine que pour la plupart des gens, euh, devenir joueur professionnel, c'est pas une option, si tu veux, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, on joue aux jeux vidéo voilà, pour le loisir, le week-end, avec les copains, etc. Ouais. Mais de là en faire un métier, c'est encore autre chose. Donc, j'aimerais que tu nous expliques justement comment est-ce que tu passes voilà, du stade amateur, qui est finalement le stade de la plupart des gens, au stade pro. Mais ouais, tu peux bien sûr développer sur tes études et tes envies en tant qu'enfant et adolescent. Ouais, bah pour revenir un peu sur mon parcours en bas de vie, pour le coup, je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune. Beaucoup de sport et donc beaucoup de compétitions. Je faisais du foot et du kayak, pour être précis. Foot, c'était plus avec les copains quand j'étais vraiment jeune pour m'amuser juste en termes de loisirs. Et bon, j'avais toujours cette envie de faire des matchs, de faire de la compétition et d'être performant, quoi qu'il arrive. Donc, je me remettais beaucoup en question pour essayer de devenir meilleur, tout ça. En grandissant, je suis passé par la case kayak parce que dans toute ma famille, tout le monde avait fait du kayak. Donc, j'étais le petit dernier, donc il fallait que j'y passe aussi. Et là, j'ai découvert un autre sport un peu plus individuel, mais qui me plaisait aussi, où je pouvais aller chercher ma propre performance. Là où dans le foot, j'avais été un peu bloqué, sans vouloir être arrogant ou quoi que ce soit, j'avais été un peu bloqué par certains de mes collègues à l'époque. Et donc, bah voilà, la compétition, j'adorais ça. Jusqu'au jour où je suis tombé malade, j'ai eu des soucis de santé. Et avec ces soucis de santé, j'ai dû arrêter les cours et aussi le sport. Du jour au lendemain, j'ai un peu tout arrêté. Donc ça a été très dur pour moi et c'est là où j'ai commencé à me réfugier comme plein de jeunes un peu malheureux dans le doute ou quoi. On est beaucoup à se réfugier dans le PC comme d'autres peuvent se réfugier ailleurs, tu vois. Mais personnellement, moi, je me suis réfugié un peu dans le PC et du coup à jouer à des jeux, donc Counter-Strike à l'époque c'était. Et j'ai découvert qu'il y avait de la compétition, donc des petits tournois et tout. Et c'est là en fait où je me suis dit, mais attends, trop bien, il y a de la compétition sur le PC, bah je vais tester quoi. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des potes que je connaissais qui étaient sur ce jeu, un certain Impo, on en parlera sûrement plus tard. Bien sûr. Et, euh, et ouais, du coup, j'ai commencé à faire de la compétition. Grâce à Apo, j'ai commencé sur Shootpan à l'époque, où du coup j'ai fait mes premières LAN. Donc c'est un événement où tu te retrouves avec plein d'autres personnes au même endroit, ou par exemple à un parc des expos à Poitiers, où il y a la Gamer Assembly. Et donc j'ai fait mes premières compétitions comme ça, quoi, avec des potes. Et ça a commencé sur Shootmania. Donc évidemment, à l'époque, c'était amateur. Complètement amateur, où même pour les déplacements, on payait forcément de notre poche, tout ça. Et petit à petit, en jouant, je me suis fait repérer, j'ai énormément évolué, et je me suis fait repérer par des joueurs qui étaient vraiment très forts et qui m'ont recruté dans des équipes, entre gros guillemets, professionnelles, où du coup, au lieu de payer par exemple moi-même, au lieu de payer moi-même pour le déplacement, c'était eux qui prenaient tout en charge, l'hôtel, le déplacement, tout ça, quoi. Et donc, ouais, quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à faire mes premiers événements où je me déplaçais. Et je suis resté à peu près 2 ans sur Shootmania dans un premier temps, où j'ai jamais eu de salaire ou quoi que ce soit, c'était juste j'étais défrayé. Et ouais, ma situation de joueur professionnel a commencé
avec Overwatch, où à l'époque, alors je vais avoir quoi, 20 ans à peu près à ce moment-là, où j'étais en CDI sur Paris. Donc, j'avais pas, au niveau études, tu vois, j'ai vraiment arrêté, j'ai essayé de reprendre, mais en gros, tout ça s'est transformé en phobie scolaire, donc c'était pas une période très sympa et j'ai jamais vraiment réussi à relancer mes études. Et en fait, en voulant relancer mes études en alternance à un moment, en faisant des stages pour trouver une alternance, j'ai réussi en fait à me faire recruter en CDI directement. Donc j'avais Mm. pris CDI à Paris à l'époque et tout en évidemment continuant à jouer au PC à côté. Et du coup, bah, j'ai quitté ce CDI à 20 ans pour devenir joueur pro d'Overwatch pour Gamers Origin à l'époque et c'était que pour 300 € par mois, tu vois. Donc c'était vraiment le début pour moi de la professionnalisation. Et encore, est-ce qu'on peut être vraiment pro avec 300 € par mois? La réponse est non. Heureusement, j'avais mon chômage à côté, tout ça, et pour m'aider, on va dire, à me concentrer à temps plein dessus, quoi. Mm. D'accord. Mais tu n'envisageais pas d'en vivre. Est-ce que c'était quelque chose que tu Au pouvais moment, voir dans le temps? alors au début, non, évidemment, mais au moment, à mes 20 ans, quand j'ai quitté en effet mon travail pour devenir joueur pro, j'avais l'objectif d'en vivre complètement, ouais. Mm. Euh, je savais que ça allait prendre du temps, mais d'un autre côté, c'était la meilleure opportunité que j'avais à l'époque où je me disais, c'est mon opportunité pour vraiment. Enfin, faut bien commencer quelque part. Et je suis en mode, c'est mon début, quoi. Si j'ai une chance d'y aller et de performer et de progresser sur ce jeu, parce que je savais que ce jeu allait fonctionner et devenir gros. Mhm. Et ce Shootmania, c'était un jeu qui était vachement connu, on va dire, mais que en France, tu vois. Alors Ouais. qu'Overwatch, ça allait être un truc, tout le monde en parlait, c'était parlé dans le monde entier, etc. Donc je savais qu'il allait y avoir des grosses compétitions. Et donc j'étais en mode, bah, c'est l'opportunité, quoi. J'ai une structure, une des meilleures équipes et structures en France à l'époque. Ça devait être dans les 5 meilleures équipes de France. Et donc voilà, je les ai rejoints, j'ai tout quitté du jour au lendemain. Je suis retourné vivre à Poitiers parce que Paris avec 300 € par mois, c'était juste pas possible. Et, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Nickel, nickel. Euh, alors, pour essayer de parler maintenant de l'impact qu'a le jeu vidéo dans nos sociétés, euh, je voulais te poser la question suivante. Certains experts du multimédia et de l'audiovisuel affirment que le jeu vidéo est en train de détrôner le cinéma dans le cœur des jeunes gens. Les sommes faramineuses engrangées par cette industrie tendent à le prouver. Comment expliques-tu cet envoûtement? Et je crois que le mot n'est pas trop fort. Ouais, bah, moi, personnellement, je reste quand même dans une niche, c'est-à-dire que dans des jeux qui sont vraiment axés, on va dire, sur le PC, euh, qui sont joués, on va dire, enfin, t'as plein de choses, tu vois, on utilise le terme gamer pour un peu tout et pour un peu tout, j'ai l'impression. Au final, ouais, moi, je suis quand même sur des jeux qui restent sur le PC. Et ça reste une petite niche. Alors que bah, les jeux vidéo, en effet, enfin, ça enveloppe énormément de choses. Tu as aujourd'hui tous les PC, toutes les consoles et surtout le téléphone, quoi. Et le jeu vidéo, c'est accessible vraiment à tous. C'est-à-dire que tout le monde se balade avec son téléphone. Euh, le nombre de personnes, je m'en souviens quand j'étais à Paris, que je voyais jouer sur leur téléphone dans le métro, dans le tram, des Mm. trucs comme ça, Mm. c'est hallucinant, quoi. Mm. Donc, ouais, je pense que il y a un modèle économique autour de ça où tout le monde, en fait, ou presque énormément de monde à l'heure actuelle, même si quelqu'un passe 30 minutes sur son téléphone, en général passe par des jeux ou quoi. Je vois même ma mère Tu, hein, tu- qui. tu dirais que c'est l'accessibilité, comme tu dis, le téléphone, parce que moi, quand j'étais jeune, il y a de cela très longtemps, il y avait déjà des jeux vidéo, évidemment, et d'ailleurs, je dirais que mon époque, c'est la genèse un peu de l'envoûtement dont je te parle, avec des jeux comme Street Fighter, Mortal Ouais. Kombat, enfin, on adorait ça quand on était gosse. Mais si tu veux, pour revenir à la comparaison cinéma-jeu vidéo, ou même jeu PC, euh, le cinéma avait quand même, si tu veux, la part belle du gâteau, quoi. C'est-à-dire qu'on aimait se retrouver entre copains le mercredi après-midi pour Ouais. jouer aux jeux vidéo, mais le reste du temps, c'était film, quoi. Aujourd'hui, ça change. Est-ce que c'est parce que dans le jeu vidéo, nous sommes nos propres héros, finalement, contrairement à un film où tu te laisses emporter par une histoire déjà écrite? Est-ce que c'est ça qui fait que les jeunes
sont plus facilement accros, ils se disent, bah voilà, je suis Superman, je suis Batman, je maîtrise mon destin à travers l'écran. Est-ce que c'est ça, Ouais, le c'est secret? possible. Je pense que t'as... En fait, le truc, c'est que tu as tellement de jeux, tu as tellement de variations que tu peux vraiment trouver tout, quoi, pour tous les goûts, quoi. Si tu as envie, justement, bah, quand même, de garder ce truc où tu es, entre potes et tu joues et tu partages un truc avec tes potes, bah, tu peux. Tu as aussi ce truc de pouvoir te comparer à tes potes. C'est un truc qu'on adore en étant jeune, quoi. Enfin, moi, en tout cas, après, je baigne dedans. La compétition, j'ai toujours baigné dedans. Et moi, j'ai toujours adoré ce fait de me comparer avec mes potes, avec mon frère. Avec mon frère avec qui on jouait à l'époque, je m'en souviens, on faisait des parties de CS avec mes cousins aussi, des Age of Empires et tout entre cousins où je me faisais casser la gueule à l'époque parce que j'avais 10 ans et ça m'énervait. Et j'étais addict au truc parce que je voulais, enfin, addict, c'est peut-être pas le bon terme, mais j'avais envie de jouer pour progresser, pour devenir meilleur, quoi. Et ouais, moi, par exemple, j'avoue que le cinéma, bah forcément, j'aimais bien quand j'étais jeune aller avec des potes et tout machin, mais ça, à côté de passer du temps avec enfin, sur les jeux vidéo avec mes potes, j'ai toujours préféré les jeux vidéo que le cinéma, quoi. Parce que les sensations sont plus vives, c'est ça? La Ouais, carrément. compétition, l'adrénaline, alors que finalement, devant un film, tu te sentirais plus passif, c'est ça? Ouais, je pense. Je pense que ouais, enfin, comme tu dis, en vrai, être le héros de ta propre histoire, pour le coup, ça a du sens parce que, et encore, ça dépend encore au jeu que tu joues, tu vois, mais t'as les jeux solo où tu vas vraiment être en effet le héros, t'as des jeux, je sais pas forcément jouer à ça, mais t'as des Spider-Man, des trucs comme ça où en effet, tu vas vraiment incarner ton héros et toi faire les actions. Les Assassin's Creed, je pense que c'est un truc auquel on a beaucoup joué. Et tu fais ton petite histoire, tu te balades, t'as tes quêtes, t'as tes trucs, c'est vraiment toi qui interagis avec tout ça, qui choisis ce que tu Ouais, fais, tu peux aller qui rapidement, tu dirige. peux aller lentement, tu peux tout lire, c'est toi, tu gères tout, quoi. Ah. Nickel, nickel. Ouais, ouais, c'est ça. Prendre son destin en main plutôt que de se laisser emporter par une histoire. En tout cas, Mm. c'est un peu comme ça que je. Après, tu vois, moi, à l'heure actuelle, par exemple, ça m'arrive énormément de jouer, pas quand je suis dans mon travail, on va dire, parce que, évidemment, la plupart du temps passé pour moi sur le PC, ça reste mon travail, mais en dehors de ça, il y a des fois où, quand je vais jouer pour m'amuser, pour me divertir moi, je vais être en train de jouer, et à côté, je vais quand même en train de regarder un film, tu vois, par exemple. Si je En suis même tout seul. temps. Ouais, ça m'arrive souvent, ça m'arrive très souvent. Et tu suis le film. Tu suis Je, l'histoire. Alors oui, faut pas que tu regardes le film où tu as où tu as besoin de regarder chaque image du film, etc., machin, sinon tu suis pas le film, ça c'est sûr. Mais ouais, en écoutant, j'arrive à écouter l'histoire, à suivre le film quand même. Et si je vois qu'il y a des scènes super importantes que j'ai ratées en termes d'image, tout ça, je reviens en arrière, tu vois. Je reviens en arrière, je regarde le truc. Donc c'est sûr que t'es pas autant que avec tes popcorn dans ton canapé ou au cinéma en train de regarder ça. C'est sûr que t'es pas autant dedans, quoi. Mais moi, ça m'arrive souvent, ouais, de faire les deux en même temps. Ah. Ok, ok. Alors, donne-moi trois qualités à acquérir pour devenir un très grand joueur. C'est vrai que c'est une J'aime question bien le compliquée. chiffre 3. Alors, Ouais, ouais, ouais. la Non, en Trinité. vrai, en réalité, pour moi, il faut quand même un minimum de facilité, on va dire. C'est-à-dire que en soi, moi, très rapidement, je suis arrivé sur le PC et c'était assez naturel. Tout ce que je faisais, le fait de bien me débrouiller et tout, comparé, je me comparais souvent à l'époque à mon frère qui jouait beaucoup au PC et qui a commencé à jouer au PC bien avant moi d'ailleurs. Euh, et, euh, et alors, C'était j'étais pas meilleur. instinctif, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était vraiment instinctif, quoi. Surtout les jeux de tir à la première personne, parce qu'on jouait à d'autres jeux, etc., machin, mais c'est plus les jeux de tir à la première personne où vraiment tout était super rapide pour moi, super fluide et assez rapidement. Ouais. Euh, Donc en tout cas, l'instinct. c'est L'instinct. regarde, c'est ça, c'est l'instinct, on va dire, qui, je pense, on a tous à peu près. Dans tous les joueurs que je côtoie au quotidien, Mhm. tu nous mets un jeu entre les mains demain, peu importe lequel, on va réussir quand même à le prendre en main assez rapidement, quoi. Et après, au final, bah, il y a forcément la remise en question. Je pense que, en tout cas, moi, je sais que c'est une de mes plus grandes forces, c'est le fait de me remettre en question. Ça peut être un défaut aussi, en réalité. Pourquoi Euh, ça peut être un défaut de se remettre en question? c'est un défaut à partir du moment où tu commences à perdre confiance en toi et à te. Enfin, ça m'est arrivé très souvent dans ma carrière d'avoir des bas où vraiment j'avais l'impression de ne pas mériter d'être là où j'étais. Enfin, j'ai eu une époque où j'étais
à Los Angeles. J'étais à l'autre bout du monde, aucun repère, aucun famille, rien, pas de potes à côté. Où j'étais dans le mal et j'étais en mode, mais en fait, qu'est-ce que je fais là, quoi? Genre, je me remettais en question sur plein de choses que je faisais et je me trouvais juste nul, je me trouvais juste pas performant. Et j'avais ouais, j'avais le syndrome de l'imposteur, quoi, très clairement. Mais au Qu'est-ce qui final, t'a fait sortir de ce syndrome, à Los Angeles notamment? euh, bah, en réalité, c'était assez dur parce que si tu veux, on avait un système de remplaçants. Je suis resté remplaçant quasiment toute la saison. Et au final, bah, j'avais pas vraiment le choix, tu vois, de me dire, bon, bah voilà, je suis là et c'était dur. En fait, ce qui était le plus dur, c'est que j'avais signé pour 2 ans. Et en fait, il y a un an entier où j'étais à Los Angeles, où j'ai fini du coup la saison sur le banc. Et à la fin de cette saison, pendant, on va dire, les 3 4 mois de pause qu'on a entre les deux saisons, il y a eu la Coupe du Monde d'Overwatch, où du coup j'ai pu représenter l'équipe de France. Et c'était une expérience incroyable parce qu'on a fait une très très bonne performance pour le coup. On avait un peu une équipe de jeunes avec pas forcément beaucoup d'expérience. Et malgré ça, on a fini quatrième de la Coupe du Monde, mais avec un parcours vraiment qui était très compliqué, où Mm. on doit battre la Corée, qui avait jamais perdu en 3 éditions. Et on avait réussi à être la première équipe à les battre. Et Ouais. grâce à ça, on s'était qualifié pour les phases finales et donc arrivé jusqu'à la quatrième place. Mhm. Et, où d'ailleurs, on repère contre la Corée pour la place, pour le match de la troisième place. Mais voilà, en fait, cet épisode-là m'a fait un peu regagner confiance en moi. Et derrière, du coup, la deuxième année s'est passée à New York. Enfin, nous, en tout cas, on était logés à New York. Et cette fois, j'étais avec une bien meilleure équipe et j'étais titulaire. Ok. Et en fait, euh, ouais, ça m'a aidé, on va dire, à prendre un peu confiance en moi, mine de En rien. fait, c'est dans l'action quoi, que ta confiance Ouais, c'est ça. C'est complètement t'est ça. revenue. C'est par le travail et en étant, bah, on va dire, en étant titulaire, en fait, en jouant tout simplement des compétitions, que je me suis rendu compte que, bon, finalement, si j'étais là, c'était pas non plus par hasard et qu'au final, ce que je faisais, ça, c'est un truc qui est dur, c'est qu'on normalise tout ce qu'on fait, quoi. Tout ce qu'on fait, pour nous, je trouve, enfin, c'est naturel, alors que ça nous est tous arrivé forcément d'admirer des personnes autour de nous parce qu'on Mhm. on trouve que ce qu'ils font, c'est incroyable, alors que pour eux, c'est rien d'incroyable, quoi, c'est naturel. En fait, c'était pareil pour moi. J'étais en mode, mais moi, ce que je fais, tout le monde peut le faire. Par contre, il y a plein de mecs autour de moi qui peuvent faire bien mieux que moi. Qu'est-ce que je fous là, tu vois? Donc c'est ça. Puis j'ai fini par. Après, j'imagine que tu as. Parce que finalement, quand on est très très bon dans un domaine, ça paraît facile, quel que soit le domaine. Ouais, Quand on regarde une personne très douée, on se dit waouh, mais c'est fluide. Tu prends, je sais pas moi, Michael Jordan, Tiger Woods, Mozart, enfin tu les prends tous, quoi. Ça paraît simple. ouais. On oublie les milliers et milliers d'heures de travail derrière. J'imagine que toi, pour en arriver à ce niveau-là d'expertise, tu as quand même beaucoup bossé. Donc on parlait des qualités pour devenir un grand joueur. L'instinct dont tu parlais, cette espèce de truc tu peux pas expliquer, qui fait qu'un peu comme Mozart sur Ah son ouais. clavecin, bah, ça vient tout seul. Le travail, est-ce que tu dirais que le travail, mine de rien, la Oui, c'est vrai. répétition encore et encore C'est vrai que je suis de ce que parti dans une longue explication, mais en effet, on en revient sur bon, des facilités, le talent, tout ce qu'on veut, on peut l'appeler comme on veut. Le travail, évidemment, et la remise en question, je pense que c'est le truc le plus important, quoi. Parce qu'en effet, Hmm. le travail, c'est un truc. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est. Alors, là, pour pallier au manque de confiance que j'avais, j'ai réussi quand même à beaucoup travailler aussi là-dessus. Donc, ça rejoint le travail pour vraiment prendre confiance. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Ça, c'est une expérience de vie qui est folle, tout ce que j'ai vécu les 3 4 dernières années, pour le coup. Ouais, Et ouais, j'imagine. en vrai, si on doit définir 3 mots, je pense qu'en effet, Instinct, ouais, travail, instinct, travail remise en question. et je dirais remise en question quand même, ouais. Ah. Alors, quand tu étais à Prague, Damien, dans l'optique de participer à un tournoi, tu as mentionné Apo, l'un de tes meilleurs amis, ami d'enfance et membre de ton équipe. Quelle place occupent les relations physiques, familiales, amicales, sentimentales, quand le virtuel devient la norme? Alors, ouais, c'est assez compliqué comme question parce que, en effet, ce travail-là, alors voilà, je l'appelle quand même travail parce que voilà, ça reste comme ça, même si beaucoup de gens ont du mal avec ce terme. Mais ce travail, c'est vrai que ça demande beaucoup de sacrifices.
Euh, Ça, c'est sûr et certain que je suis pas du tout assez disponible pour appeler mes parents, appeler mes frères et sœurs, donner des nouvelles, etc. Parce que je suis vachement dans ma bulle quasiment tout le temps, quoi. Je suis enfermé dans ma bulle de compétition, de concentrer sur mes objectifs que j'ai à atteindre en termes de performance, tout ça. Et Mm. c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à en sortir, quoi. Heureusement, on a de la chance quand même de réussir à se retrouver en famille, parfois, etc., machin, pour Noël, des trucs comme ça. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que je suis très, très peu absent. Et en dehors de ça, euh, j'ai vécu plusieurs années au Mans parce que ma copine vivait là-bas avec sa famille là-bas. Mais au final, j'avais aucun copain, aucune connaissance sur place, quoi. Donc, Mm. j'ai passé plusieurs années à rester enfermé dans mon appart, littéralement, sans voir personne en dehors des événements où j'allais pour le taf, quoi. Après, évidemment, bah, Mais quand... tu cherchais à voir des gens à l'époque ou tu étais dans cette bulle dont tu parles volontairement? C'est un mix des deux, en vrai. C'est un mix des deux. J'étais dans cette bulle volontairement et j'aurais bien aimé avoir quelqu'un, mais au début, ça me dérangeait pas tant que ça. Tu vois, c'est plus ça Mm. avançait, plus je voyais personne au final, et plus je me disais, quand même, ça ferait du bien parfois de sortir, quoi. Et aujourd'hui, Tu dirais que tu es solitaire de nature? ouais, quand même, en réalité. Ton travail mis à part, hein, ton travail mis à Ouais, part, ouais. quoi. Non, je suis assez solitaire. Par exemple, j'ai beaucoup de travail où, par exemple, des fois, je dois travailler quand même avec d'autres personnes, et je sais que j'aime bien. Je préfère travailler dans mon coin, si tu veux, parfois, plutôt que d'aller travailler avec d'autres personnes. Mais bon, ça dépend des moments, tu vois. Ça dépend des moments. Moi, je reste quand même quelqu'un d'assez solitaire et de très casanier pour le coup. Alors, ce qui est intéressant dans ta réponse, c'est que tu n'as pas mis l'accent sur le virtuel, en fait. Tu es Ouais, ambitieux, tu es dans ta bulle de travail, mais je pense que n'importe qui, même quelqu'un qui ne travaille pas dans le virtuel, peut comprendre, si tu veux, ce que coûte l'ambition. Mais justement, toi, tu ne fais pas cette dichotomie entre relations physiques et relations virtuelles. Si je te pose cette question, c'est parce qu'on a aussi cette image du gamer un peu geek, enfermé dans son truc. Tu sais, il y a ce ouais, phénomène au complètement. Japon des otaku, Non, mais des gamins complètement. japonais qui Du mec s'enferment qui dans est leur enfermé dans chambre et son qui voient plus garage, personne. qui mange des pizzas et tout, carrément. Non, Ouais, en réalité, moi, au contraire, tu vois, le fait de jouer aux jeux vidéo, ça m'a apporté beaucoup plus d'interaction sociale que ce que je pouvais faire avant, en réalité. ok, ok. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. Enfin, au lieu de rester, si tu veux, de rentrer après mes cours ou rentrer après mon sport quand j'étais petit dans ma chambre et ne parler à personne, juste rester derrière moi, bah, en fait, je suis sur le PC toute la journée et je parle avec des gens quasiment tout le temps. Ou sauf quand j'ai envie, quand j'ai besoin de m'isoler, mais tout le temps en interaction. Et surtout, bon, ce travail m'a quand même amené à beaucoup voyager, à vivre à Los Angeles, vivre à New York. Mm, Et du coup, bah, vivre aussi avec des personnes parce que forcément, je vivais avec mes collègues de jeu à cette époque-là, quoi. Donc, ouais, ce côté virtuel c'est vrai que c'est une peur de beaucoup de personnes, de beaucoup de parents, par exemple, que leur mm, enfant mm. reste devant leur PC toute la journée et du coup s'isole de la vie extérieure. En réalité, bah, ça peut être le cas parce que t'as des mecs qui vont jouer sur un jeu tout seul, qui vont parler à personne toute la journée et juste rester enfermés. Mais il y a aussi d'autres personnes qui vont juste bah, interagir avec beaucoup de personnes et du coup Mais, avoir mais, mais tu dirais que cette interaction, parce qu'effectivement, quand tu joues en ligne, tu ne joues pas seul, forcément, mais tu dirais que cette interaction-là, ce type d'interaction-là, euh, est équivalente à une interaction physique. Enfin, je veux dire, l'amitié est tout aussi forte, tout aussi ouais, ouais, belle, généreuse que si on va jouer au ballon ensemble, ouais, franchement, oui. couper une pizza ensemble. Tu vois, physiquement, on est Ouais, présent ouais. dans la même pièce et En, tu dirais que ça se vaut. en réalité, alors peut-être pas aussi fort. T'as peut-être en effet ce manque. Moi, par exemple, tu vois, je le sens avec mes collègues au quotidien. C'est-à-dire que, bon, je reviens au travail, mais le fait je sais qu'on on fait des bootcamps parfois. On se retrouve à Lyon, en l'occurrence, en ce moment, pour essayer de se retrouver pendant une semaine ou deux. Et je vois que pendant cette semaine ou deux, on est beaucoup plus productif parce qu'on est ensemble toute la journée, etc. Machin, donc on parle toute la journée. Et donc forcément, le fait d'être ensemble, ça crée beaucoup plus de liens. Tu peux faire plus d'activités que juste aller sur le PC et jouer, tu vois. Tu peux aller Mhm. faire du karting, du foot, en effet, etc. Machin. Et ça, en effet, c'est important. Mais en soi, moi, quand j'étais jeune, enfin, je créais beaucoup plus de liens enfin, en tout cas, j'estime que le temps que je passais sur mon PC m'apportait presque plus que ce que je vivais au quotidien quand je sortais de chez moi, quoi, réellement. Parce que enfin, je passais mon temps avec des personnes qui étaient
d'un âge un peu plus avancé que le mien, tu vois. Et du coup, ça m'a aussi aidé à devenir un peu plus mature, à me rendre compte à apprendre des choses sur la vie et tout dont je me rendais pas compte quand je sortais de chez moi, tu vois. Ouais. Mais bon, pour répondre à la question, je pense quand même que les liens sont peut-être moins forts. Et encore, en réalité, enfin moi, ça m'est arrivé ma première copine, par exemple, c'est je rencontre sur Internet et est-ce que les liens enfin, est-ce que ça aurait été plus fort si ça aurait été en vrai? Je pense pas, quoi. Ouais, on ne peut pas savoir. Ouais, c'est ça, c'est dur de ça. Alors, toujours dans cette veine du virtuel, alors tu suis certainement les progrès de la science en matière d'intelligence artificielle, les progrès de Mark Zuckerberg en matière de métaverse. Le corps humain est-il voué à bientôt disparaître? Et si oui, qu'est-ce que tu en dis? Bah, je sais pas en vrai. Tu vois. Je sais pas. Oui, évidemment, je suis un peu tout ça. Je suis pas de très très près, en toute honnêteté. Genre, je regarde un peu de loin, mais c'est vrai que c'est le futur. On sait pas trop à quoi s'attendre, je trouve. On voit plein de robots qui sortent, qui sont là comme but, on va dire, de faciliter plein de tâches qu'on peut avoir au quotidien, etc. Le truc, c'est que bah, forcément, et on le voit déjà depuis quelques années, tu as plein d'emplois qui sont remplacés par des robots. Hmm. Euh, et ça, en réalité, bah, on a le droit de se demander forcément est-ce que c'est une bonne chose ou non. Euh, Il y a vraiment plein de questions. Et puis, pour parler un peu du métaverse, tu as aussi tout ce qui est la réalité augmentée qui arrive, quoi. Hmm. On a vécu ça avec le jeu vidéo où à l'époque c'était une révolution que moi personnellement j'ai pas forcément vécu parce que je suis arrivé, j'étais déjà dedans. Ouais. Mais quand je vois tout ce qui est réalité augmentée, les jeux de demain où tu auras ton casque vraiment virtuel et où tu pourras être dans un monde où tu seras pour le coup vraiment ton héros et tu pourras avoir le corps que tu veux, faire ce que tu veux, être riche, être fort, enfin vraiment tout ça. Tu te dis attends mais c'est flippant quoi. C'est-à-dire que moi je l'ai vécu Est-ce que c'est flippant ou est-ce que c'est finalement le stade le plus naturel qui soit, tu vois? Est-ce qu'on tend naturellement vers ce genre de progrès? Je pense que enfin, je pense que comme beaucoup de choses, tu as des points positifs, des points négatifs. Moi, l'un des premiers trucs auxquels j'ai pensé quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais attends, on va avoir des jeunes, même sans parler de jeunes, je pense qu'on va avoir des personnes qui vont juste s'enfermer encore plus qu'avant, quoi. C'est-à-dire que moi, à la base, je m'en sors bien, mais à la toute base, j'arrive sur le PC parce que je suis quand même malheureux, parce que je suis malade, je vais plus en cours, donc je vois plus mes potes, je vais plus au sport, donc je fais plus ma passion de tous les jours. Vraiment, à l'époque, je m'entraînais tous les jours au kayak et tout. Et je me dis, mais attends, enfin, moi, j'ai vu au long de ma carrière des mecs avec qui je travaillais, mais qui n'arrivaient pas à passer au statut vraiment de joueur professionnel ou qui y passaient, mais pour quelques mois seulement, parce que c'est un monde qui est très instable, c'est super risqué, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance aujourd'hui, j'ai un statut qui est dans une super équipe où on me fait confiance, où j'ai toutes les responsabilités ou presque toutes les responsabilités. Euh, et donc, on va dire que ouais, je suis sécurisé, tu vois. Mais tu as plein de mecs qui vraiment qui sont joueurs pro parfois pour 2 3 mois, qui vont toucher 2 3 salaires, sauf qu'ils ont sacrifié des années de leur vie. Euh, Il y en a qui ont sacrifié leur étude, il y en a qui ont sacrifié juste tout leur travail et qui n'arrivent pas à rebondir derrière, quoi. Ouais. Et qui du coup s'enferment dans des jeux qui vont être addictifs où tu vas juste pas avoir le temps passer, tu lances ton jeu, tu vois pas du tout la journée passer et le temps passer. Et je me dis que dans un monde euh, de réalité augmentée, tout ça, machin, où t'es encore plus, comment on dit, j'ai pas le mot, t'es encore plus dedans. euh, Mhm. à tout moment, enfin, t'arrives, tu oublies tous tes problèmes, tu restes dedans et tu vas jamais affronter tes vrais problèmes de la vie derrière, quoi. Donc moi, tu vois, c'est Mhm. un peu le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu toutes les avancées qu'on pouvait avoir. Après, Mhm. j'en ai parlé avec pas mal de monde de ça et ce que j'ai pu avoir aussi comme retour là-dessus, c'est que c'est une révolution et que, comme pour beaucoup de révolutions, en réalité, tu avais des mecs. Internet, au début, c'était une révolution. Et tu avais plein de personnes qui pensaient que ça allait apporter beaucoup de mal. Ouais. euh, beaucoup de mal, en fait, tout simplement. Et oui, ça a apporté du mal. On le voit avec les réseaux sociaux, hein. C'est un truc que moi, je trouve dangereux, en tout cas, à l'heure actuelle. Les réseaux peuvent être super toxiques, super néfastes. Et pour les plus jeunes, ça peut avoir un gros impact.
Mais d'un autre côté, tu as aussi beaucoup de choses qui peuvent en sortir. Donc, bon, moi, je trouve que c'est un côté flippant. Mais aussi plein de trucs qui sont super positifs. Après, voilà, je suis pas vachement En assez fait, pour ça. c'est à chacun de voir midi à sa porte, quoi. C'est-à-dire que la Ouais, comme chose est maintenant. là, on peut pas l'empêcher d'être là. Donc Ah, c'est maintenant, sûr. chacun Elle doit arrivera. pouvoir y trouver son compte ou pas, quoi, C'est selon ses sûr et certain. sensibilités, ses valeurs. Et sauf Ouais. que, voilà, aujourd'hui, forcément, ça fait peur aussi parce que on est mal renseigné dessus, je pense, en Mm. réalité. Oui, C'est comme plein de trucs autour de la crypto-monnaie, autour de plein de choses comme ça. tout à fait. C'est plein de trucs qui nous dépassent un peu. En tout cas, moi, personnellement, ça me dépasse encore un peu. Malgré le fait, tu vois, que je sois dedans, que je sois dans les jeux vidéo, tout ça, moi, c'est un truc qui me dépasse complètement. Et en effet, comme tu le dis, ça va nous arriver dans la gueule, quoi. Ça, c'est sûr et certain. On peut rien y faire. Donc, il faudra qu'on s'adapte quand ça arrivera réellement et Mm. ouais, on verra, quoi. Tout à fait. S'adapter, c'est le mot. Alors, le jeu, selon moi, voilà, ça n'engage que moi, définit la civilisation. Euh, alors, pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, le jeu, c'est l'établissement d'un système, c'est-à-dire d'un ensemble de règles et d'épreuves à compter desquelles le civilisé peut prétendre à une rétribution, une distinction. Alors, si tu es d'accord avec cette vision du jeu miniature, donc jeu de plateau, jeu de cartes, jeu vidéo, sport, ou du jeu grandeur nature, société, est-ce qu'on peut dire que le jeu vidéo prépare l'individu à mieux comprendre la société? Ah, bah, en réalité, j'ai envie de te dire, ça dépend de quel jeu. Euh, Ok. c'est ça le problème, c'est que tu as des jeux vidéo qui vont juste te rendre débile, honnêtement. Tu vois. Je pense vraiment que tu as des jeux qui te rendent, enfin, c'est pas qu'ils te rendent débile, mais c'est juste qu'ils vont pas t'aider à réfléchir. On va plus se tourner comme ça. Après, tu as forcément des jeux qui sont super pour apprendre, pour apprendre sur l'histoire, pour apprendre, je sais pas, sur la musique, même si ça, c'est un peu compliqué parce que tu as plein de droits d'auteur et tout, machin, qui rentrent en jeu, mais t'as des jeux vidéo qui vont te pousser à faire du sport, tu vois, t'as plein de choses qui... Ça dépend vraiment, t'as tous les types de jeux, donc en vrai, ça reste compliqué de répondre à cette question. Mais moi, je sais que, ouais, honnêtement, quand j'étais jeune, je jouais à Age of Empires, Age of Mythology, beaucoup, qui m'apprenaient en réalité à un petit peu quand même d'histoire, tu vois. Moi qui, à l'école, détestais l'histoire, mais réellement, j'ai testé, j'arrivais pas à être inspiré par ça. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mes profs, voilà. Mais j'arrivais pas vraiment à être inspiré et au final, bah, j'ai quand même eu un peu de culture grâce à ces jeux aussi, quoi. Donc ouais, je pense que les jeux à l'heure actuelle peuvent t'apporter beaucoup de bien et je suis pas au courant de tout ce qu'il y a, mais je sais très bien que t'as des jeux pour vraiment des jeunes qui sont même en primaire pour les aider à l'école, etc., quoi. Donc oui, en réalité, les jeux vidéo peuvent aider à ça. Est-ce que est-ce que tu vois toi-même la société comme un jeu grandeur nature? Est-ce que finalement, quand tu sors de ta bulle professionnelle, comme tu en parlais, est-ce que tu peux voir que les règles sont à peu près les mêmes dans le vrai monde, finalement? Quand je parle de rétribution, de distinction, d'épreuves à mener, est-ce que tu vois une corrélation ou pour toi, Ah, si tu chacun parles sa place? Si tu parles que du jeu en lui-même auquel je joue, bah, je vais forcément avoir des problèmes à avoir des ressemblances. Mais sinon, si on parle vraiment du travail que je fais tous les jours, oui, énormément. Mm. Ça m'arrive très souvent de parler avec une de mes sœurs qui a un poste à responsabilité et on parle de management, par exemple, de manager des humains, de qu'est-ce que ça entreprend, de qu'est-ce qu'on a comme épreuve au quotidien, tout ça. À Mhm. l'heure actuelle, je suis capitaine d'une équipe où je gère du coup, j'ai 4 joueurs à gérer Mhm. globalement, à accompagner au quotidien. Je travaille aussi j'ai 2 coachs avec qui je travaille énormément et avec qui ouais, j'essaie de les faire évoluer comme eux essaient de me faire évoluer au quotidien. Et évidemment, j'apprends énormément sur moi parce que bah, je suis quand même un peu je suis un peu quand même en train de gérer ces 6 personnes au final. Mhm. Euh, et du coup, ça me demande énormément de
compétences et de connaissances au quotidien. Sauf que ces compétences et connaissances, je les avais pas au début, quoi. J'ai dû me Oui. former sur le tas, tout ça, machin. Donc oui, et forcément, bah, quand je sors et que je sors de mon travail, bah, je dois avoir aussi des interactions forcément avec les personnes. Et tout ce que je fais au quotidien là-dessus, sur le management, sur tout ça, c'est quelque chose, je pense, qui m'aide énormément, tu vois. Alors, tu as dit en parlant du bootcamp de Prague, le but de ce tournoi, c'est d'apprendre. Que dois-tu Ouais. travailler particulièrement pour être encore meilleur? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors, à l'époque de Prague, c'était au tout début d'Anthropic. C'est une équipe, une organisation tchèque. Et donc, l'équipe était nouvelle. Donc, forcément, quand une équipe est nouvelle, elle devait avoir une semaine. On arrivait dans une compétition. Bah, tu peux pas t'attendre au bout d'une semaine de gagner la compétition, en général. C'est assez rare que tu te retrouves dans cette situation-là. Donc, forcément, le but de tes premières compétitions, à chaque fois, dans une nouvelle équipe, c'est évidemment de te former, d'apprendre tout ça, de prendre tes repères et bah, évidemment, il faut réussir, on va dire, à choisir les priorités, à te donner des objectifs sur quoi tu veux progresser. Est-ce que tu veux progresser sur quelque chose de précis en équipe, sur travailler alors sans rentrer trop dans les détails, tu vois, essayer de trouver des plans qui fonctionnent tout simplement. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et surtout réussir à travailler ta synergie avec les autres. Hmm. Donc voilà, globalement, le travail en équipe, c'est vraiment quotidien. C'est Alors détecter tes. justement, excuse-moi de te couper, mais pour faire écho à ce qu'on disait au préalable, quand tu parles de synergie avec les autres, est-ce que cette synergie ne se travaille uniquement que face à l'écran, ou est-ce qu'elle se travaille aussi en dehors, comme tu disais, le fait d'avoir des copains, de vrais liens, est-ce que Ouais, ça joue tu en peux faire faveur les du jeu? deux. Tu peux définitivement travailler ta synergie derrière l'écran, chacun chez soi. Ça, ça c'est sûr et certain. Mhm. Mais tu peux aussi la travailler en dehors du jeu, en se voyant en vrai. Un jour, on a fait un exercice qui était super intéressant avec un coach mental où on faisait des activités de communication, de travail en équipe qui n'avaient rien à voir avec le jeu, mais juste pour travailler notre synergie et voir comment on travaillait, comment on réagissait. Et notre coach mental avait détecté des choses super intéressantes en faisant ces exercices. Par exemple, on avait des énigmes que le coach nous donnait et on devait bah, interagir entre nous pour savoir bah, comment on devait régler cette énigme, quoi. Et donc, tu vois que les choses se font naturellement entre, bah, moi, je suis quelqu'un, moi, qui va être en général un leader, donc je vais toujours essayer de donner des idées, de lancer un peu tout le monde, etc. Et on avait quelqu'un dans l'équipe, par exemple, qui avait des super idées, mais qui était trop en retrait, qui n'arrivait pas à mettre ses idées en avant, etc., qui était plus, on va dire, en train de chuchoter dans son coin en mode, ouais, je pense qu'on devrait faire ça, tu vois. Et Mhm. ça, c'est un truc qui arrivait en jeu, que j'avais déjà repéré d'ailleurs. Mais je l'avais repéré, mais ça n'avait pas fait tic dans ma tête en mode faut que j'essaie de régler ça et Mhm. il faut que j'essaie de l'écouter plus, par exemple. Et le Mhm. coach mental, par exemple, juste avec cet exercice-là, avait vu ça, quoi. Et donc, voilà, on avait eu plusieurs exercices comme ça qui étaient vachement sympas. Donc, en termes de synergie, de comment on travaille au quotidien, de plein de choses, ils nous avaient vachement aidé là-dessus en, Mhm. franchement, une demi-journée, tu vois. Donc, c'était assez impressionnant comme expérience là-dessus. Mais ouais, donc, oui. Donc tu Bon, dois travailler sur le fait de mettre en avant tes coéquipiers, par exemple? bah, moi, je suis un profil comme ça. Moi, j'essaie de mettre tout le temps en avant mes coéquipiers. Moi, mon travail au quotidien, c'est donc je suis capitaine et je suis le leader de l'équipe. Donc, c'est moi qui va donner toutes les stratégies en jeu. C'est-à-dire que si c'est moi qui dois décider en gros, est-ce qu'on va à droite parce qu'à droite c'est mieux, est-ce qu'on va à gauche parce qu'à gauche c'est mieux. Et donc c'est moi qui au quotidien, je dois travailler pour essayer de comprendre au mieux le jeu, apprendre le mieux, être toujours à la page parce que plus on avance dans le jeu, plus on évolue tous. Et donc bah forcément, j'essaye de regarder moi mes propres parties pour essayer de comprendre ce que j'ai fait comme erreur, ce que j'ai fait de bien. Je vais voir aussi les autres équipes, toutes les équipes, maximum d'équipes que je peux regarder dans le monde, je vais les regarder pour essayer du coup d'apprendre de ces équipes aussi, Ouais. de m'inspirer d'eux. Donc ça, c'est le travail que je vais faire, on va dire, au quotidien pour tout ce qui va être ma vision de jeu, en réalité. Ouais. Après, j'ai mon travail pour moi être performant, parce qu'à la fin de la journée, Valorant, c'est un jeu où tu dois prendre ta souris et tu dois viser correctement. Donc, je dois arriver en match et être fort individuellement
pour juste être performant, quoi. Mhm. Donc, je dois être fort sur ma vision de jeu, mais je dois aussi faire un travail pour mon niveau de jeu dans mécaniquement parlant. Mhm. Euh, et après, donc j'ai un autre travail à côté qui est de faire le management en réalité. Mais bon, ça, est-ce que c'est. J'allais y revenir. Tu demandes conseil à ta sœur? On en a parlé, ouais. Je lui ai demandé des fois des conseils sur. Je lui ai demandé comment elle gérait certaines situations, ouais. Et inversement, d'ailleurs, c'est ça qui est Mhm. drôle. C'est que Mhm. vraiment, on rencontre des situations qui sont évidemment très différentes parce qu'elle elle travaille avec des personnes qui sont salariées, que tu dois. Ah, c'est différent, c'est que moi je suis dans un monde aussi de performance. C'est-à-dire que si demain j'ai quelqu'un qui n'est pas performant et qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, il ne progresse pas, et ben en général, la réponse facile et rapide, surtout pour régler ce problème-là, c'est le changement, tu vois. Ce qui est malheureux en Mais réalité. comme dans le monde physique, hein, je veux dire, quelqu'un qui Oui, c'est ne vrai. fait Non, mais c'est pas vrai. ce qu'on attend de C'est un lui. employé qui fait. Ah, mais complètement. Mais, mais je trouve que c'est beaucoup plus sévère, on va dire. La Mhm. limite, en tout cas, est, je trouve, beaucoup plus basse dans un monde de compétition. Mais c'est pareil pour tout le monde partout, hein. Au foot, Mhm. t'as un mec qui performe pas bien sur le terrain, match après, il est juste sur le Ça. banc et c'est terminé, quoi. Mhm. Donc voilà. Mais ouais, on parle assez souvent, enfin, assez souvent, quand on se voit et quand on a le temps, de tout ça, de tout ce management, etc. C'est super intéressant de savoir comment tu parles, comment tu interagis avec ces personnes-là en fonction de la personnalité de la personne, Mhm. de comment tu vas leur faire des feedbacks. Est-ce que ça va être plus, tu vas essayer de les secouer? Est-ce qu'au contraire, tu vas essayer de juste de les aider, de les rassurer? Enfin, il y a forcément plein de choses qui sont super compliquées et personnellement, j'ai jamais eu de formation sur comment manager quelqu'un, quoi. Justement, tu dirais que tu lis facilement chez l'autre. Assez rapidement, tu Ouais, saisis le besoin. j'arrive à cerner assez rapidement, ouais. Mais le plus gros défi, je trouve, que j'ai eu et même que j'ai au quotidien, mais ça va un peu mieux maintenant, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est la confiance en moi. Mhm. C'est-à-dire que au début, quand c'était que sur moi, je me remettais trop en question, j'avais le syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, je dois avoir confiance en moi. Quand tu manages les gens, si tu vas voir la personne et que tu lui dis, il faut que tu fasses ça, mais que tu n'as aucune confiance en toi, cette personne-là va le ressentir. Et indirectement, soit elle t'écoute pas, soit elle va même pas te respecter parce que tu vas lui Mhm. donner des Des consignes, directives. Ouais. des directives, alors que même toi, tu n'as pas t'as pas l'air rassuré. Donc tu vas juste pas être respecté. Donc il faut être sûr de soi quand tu fais du management comme ça. Et ça a été le plus dur pour moi, le plus gros obstacle, tu vois. Donc ouais, Alors, certains diraient que même si tu n'es pas sûr de toi, tu dois avoir l'air sûr de toi. exactement. Mais ça, c'est Tu es sûr. d'accord avec ça? Ça, mais ça, complètement. Et ça, j'apprends au quotidien là-dessus parce que j'ai énormément de responsabilités à l'heure actuelle. Et ces responsabilités-là, je les ai depuis un an seulement. Et un an, c'est que dalle. Un an, c'est que dalle. Alors après, c'est venu petit à petit. C'est pas du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec toutes ces responsabilités. Ça fait, on va dire, Anthropique, tu vois. L'interview que tu as vue où je réponds à Prague, c'est depuis ce projet-là, Mhm. Anthropique, que je suis passé dans ce rôle de leader où vraiment je dois accompagner mes coéquipiers au quotidien, quoi. Je dois être un exemple, donc je dois tout le temps ouais, montrer l'exemple. Enfin voilà, on n'est jamais parfait forcément, mais je dois essayer de l'être le plus possible. Et même si je ne le suis pas, je dois faire croire que je le suis. Ouais. Oui, faire illusion. Voilà. Euh, mais tu sais, moi j'ai le sentiment, depuis quelque temps, je joue beaucoup aux échecs, personnellement. Euh, et j'ai le sentiment que le jeu révèle la personnalité de celui qui joue. Tu vois, c'est-à-dire que quand je joue aux échecs et que je fais des erreurs, j'ai l'impression que ce sont des erreurs que je suis susceptible de commettre dans la vie réelle. Tu vois, faute d'inattention, manque de concentration, tendance à bâcler. Tu vois, je me dis, ah, tiens, c'est marrant, je fais ça aussi hors de l'échiquier, quoi. Ça peut paraître banal, tu vois, mais ça m'a surpris. Est-ce que tu dirais qu'il en va de même pour toi?
Et comment est-ce que tu définirais ta personnalité, justement? Euh, j'ai toujours été comme ça depuis tout petit. Par exemple, au foot, j'étais défenseur et j'avais aucune envie d'être attaquant, tu vois, par exemple. Parce que j'avais envie d'être ce pilier de l'équipe qui va essayer de mettre les autres en avant tout en essayant de tenir la baraque. Hmm. Et j'ai eu ça au foot et j'ai eu ça dans tous les jeux auxquels j'ai joué. Ok. Overwatch, tu as un rôle, tu as plusieurs rôles. Tu as le rôle des mecs qui vont faire des dégâts, donc qui vont être en général les stars parce que c'est eux qui vont faire des dégâts, c'est eux qui vont marquer les buts, tu vois, pour te faire une comparaison. T'as ceux du milieu qui sont un peu les tanks, c'est eux qui vont être tout devant, qui vont prendre les dégâts pour toute l'équipe et qui vont essayer de mettre les autres potes en sécurité et dans la meilleure position possible. Ouais. Et tu as ceux qui sont les supports, c'est les soigneurs en l'occurrence, qui vont bah, du coup juste soigner les mecs et faire en sorte de garder tout le monde en vie, quoi. Et moi, naturellement, sur Overwatch, j'ai pris ce rôle de soigneur. Ok. Sur Valorant, naturellement, pareil, tu as plusieurs rôles, etc. Alors, c'est un peu plus compliqué à définir que sur Overwatch, mais on va dire que tu as les mecs qui vont passer en premier sur Valorant, tu as les mecs qui vont passer derrière, et surtout, tu as les mecs qui vont mettre tous les sorts qu'il faut pour les mecs en premier qui doivent sortir, etc. Donc, ça revient à mettre ton coéquipier dans les meilleures positions possibles, quoi. Ouais. Et j'ai toujours eu ce rôle-là dans ma vie, et en réalité, c'est comme ça que je pense que je me décrirais au quotidien, quoi. C'est-à-dire que voilà, si je peux aider quelqu'un, je le fais avec plaisir et j'adore le faire et j'aime pas forcément me mettre en avant, tu vois. C'est-à-dire que si je dois le faire, je le fais, mais c'est pas un truc que je veux absolument faire, tu vois. Par exemple, me montrer sur les réseaux sociaux, et essayer de me construire une belle image, tout ça, etc., machin. Non, je suis juste moi, je suis juste moi-même. Hmm. Je me prends pas du tout la tête là-dessus et voilà, quoi. C'est aussi simple que ça. Tu parlais de ton goût pour la compétition, euh, que tu as contracté finalement dès le plus jeune âge avec ton frère notamment. Mm. Euh, est-ce que tu es mauvais joueur? Comment est-ce que tu réagis quand tu perds? C'est une bonne question. Tu sais quoi? Je suis même pas sûr d'avoir la réponse à cette question. Parce qu'en fait, ça dépend, tu vois. Euh, Mon frère est très mauvais joueur. Et vraiment très très mauvais joueur. C'est-à-dire Évidemment. que je n'ai jamais, non mais vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mauvais joueur. C'est fou. C'est-à-dire que moi, je rigole tellement les mauvais joueurs. C'est-à-dire que je l'ai vu, tu vois, au fil des années, on jouait, sauf que bah, plus on jouait, meilleur je devenais et plus l'écart entre nous se creusait. Et, et, et je voyais que ça l'énervait, tu vois. C'est-à-dire que quand on joue ensemble à un jeu, en général, il rage très rapidement. Oh, ça me casse les couilles, hein, ça m'énerve et tout. Et moi, ça me fait rire, ça m'éclate de rire. Mais au quotidien, euh, tu vois, je vais jouer à un jeu de cartes, je vais perdre, ça m'importe peu en réalité, tu vois. Par contre, bah, dans le travail, c'est forcément différent. Mais ça dépend de la défaite aussi. Ça dépend de beaucoup de choses parce que en général, j'arrive à prendre un recul assez rapidement sur la défaite quand j'en subis une. Et mon premier réflexe, c'est juste de comprendre pourquoi, tu vois. Oui, c'est ce qui m'a semblé vrai dans tes interviews, justement, où, Ouais. où tu parlais pas mal, justement, des revers de fortune. Et je trouvais que tu avais une certaine sagesse dans ta manière d'analyser les défaites, justement. Bah, j'essaie. En réalité, c'est un peu ce que tout le monde dit, la réponse facile, mais c'est soit tu gagnes, soit tu apprends, quoi. Et Mhm. donc, forcément, alors, oui, tu peux quand même apprendre dans la victoire. Et ça, quand tu apprends dans la victoire, c'est les plus belles victoires, hein. Tu gagnes sur tous les points, mais mine de rien, bah, j'essaie toujours de trouver le positif dans la défaite, quoi, parce qu'il y en a toujours. Mhm. Là, pas plus tard que le mois de janvier qui vient de passer, Mhm. la compétition a pris pour nous et le début de la compétition était très très compliqué. C'est-à-dire qu'on était les grands favoris de la compétition, on est 10 équipes. Au bout de 2 semaines, on était sixième au classement. Ce qui est pas catastrophique, mais Pas loin. presque. Voilà, tu vois. Et en tout cas, très loin des objectifs qu'on s'est atteints. Et donc forcément, j'ai essayé après chaque défaite de comprendre, de comprendre d'où ça vient, d'isoler un peu les points, quelles sont les solutions, parce que forcément, c'est bien de trouver les problèmes, mais il faut trouver les solutions. Et voilà, et une des solutions que j'ai trouvées, c'était de travailler beaucoup plus parce qu'on en avait besoin et qu'on était en retard et qu'il fallait rattraper ce retard. Et la seule solution que j'ai trouvée sur le moment, c'était de travailler énormément, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait du 13h jusqu'à 5h du mat, si tu veux, pendant 2 semaines, quasiment non-stop, tu vois. Et quasi tous les jours. Et bah,
pour répondre à ton truc d'être mauvais joueur, est-ce que tu t'énerves après une défaite? Là, pour le coup, avec tout l'investissement que j'avais mis, j'étais pas en burn-out, mais pas loin, tu vois. Et en réalité, le dernier jour des 2 semaines, on perd un match contre une équipe contre qui, pour moi, on n'aurait pas dû perdre, quoi. Et là, par contre, j'ai pas du tout réussi à avoir du recul, quoi. Et j'ai explosé, j'ai vraiment explosé. C'est-à-dire que mentalement, j'étais au plus bas et pour le coup, ouais, ouais, j'aurais pu casser tout dans mon bureau, ça m'aurait pas étonné, quoi. Donc il faut quand même, enfin, tu vois, ça dépend des défaites. Il y a des défaites qui sont plus dures à accepter que d'autres. Ouais. Et ça dépend aussi de dans quel état je me trouve à ce moment-là, quoi. Mm. Voilà. Sur le plan international, qui sont les meilleurs, tu dirais? C'est compliqué. On va dire, si je prends tous les jeux confondus, je dirais que c'est les Coréens qui sont le plus forts. Pourquoi? C'est une bonne question. Sûrement parce que c'est les plus disciplinés et c'est eux qui sont le plus formatés, je dirais, dès le plus jeune âge à être joueur pro de jeux vidéo. C'est-à-dire que chez eux, les joueurs pros de jeux vidéo sont des stars, quoi, littéralement. C'est-à-dire que tu as plein de parents, limite, ils rêveraient que leur gosse soit joueur pro de jeux vidéo et tout. Ils ont beaucoup plus d'accès. Tu vois, les cybercafés, etc., sont beaucoup plus avancés et sont là depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut avoir en France, par exemple. Et pour le coup, j'ai eu la chance. Alors, la chance, il y a un débat, mais pendant mon année à New York, j'avais un coaching staff de 6 Coréens avec moi. Et j'ai travaillé avec des coachs coréens qui avaient coaché que des Coréens, tu vois. Et en fait, il était super dur. C'est-à-dire que la première semaine où j'ai travaillé avec eux, je pense que je sortais de ma Coupe du Monde avec l'équipe de France et je pense que je jouais à mon meilleur niveau auquel j'avais jamais été. Et au bout d'une semaine avec eux, donc on fait un bootcamp à Séoul qui va durer un mois. Et donc on a un bootcamp à Séoul et on joue une semaine. Et à la fin de cette semaine, il m'envoie une liste, un long message et une liste de plein de points à améliorer. Et à la fin de ce message, à la fin de cette liste, ils me disent, écoute, faut que tu progresses sur ça, sinon t'es viré, quoi. Et je me dis, ça fait une semaine, c'est un peu dur quand même comme message. Surtout que je me trouvais vraiment bon, je me trouvais vraiment performant. Oui, évidemment, je pouvais jouer mieux. Et ça, et je comprenais la liste qu'ils me faisaient. Et j'étais en mode, c'est un peu dur quand même. Mais je me suis dit, bon, c'est leur façon de coacher. C'est très très dur, et te rentre dedans, etc. Machin. Je fais ok, d'accord, pas de souci, je vais travailler sur cette liste-là, et voilà. Je travaille sur cette liste-là, je deviens meilleur, je le sens, tu vois. Je le sens vraiment. Et il y a un jour où je joue un nouvel agent, sur lequel je suis pas forcément confortable, mais ça fait longtemps que je l'ai pas joué, tu vois. Donc ça s'explique aussi. Et juste en une journée, je joue là-dessus, donc je progresse sur plein de trucs, je reçois aucun message positif. Et sur cette journée où je performe un peu moins bien parce que je suis sur un nouvel héros, euh, je reçois un nouveau message qui me dit non mais là c'est pas possible et tout. Il me donne une liste encore, tous les points ont changé, mais ils me donnent une liste, ils me font là c'est pas possible et tout. On peut pas se permettre de jouer avec toi, si tu performes comme ça, c'est une perte de temps pour nous, tu vois. Et là en fait, et c'est là où je te dis la remise en question c'est un problème, ça peut être un problème, c'est que là du coup je me dis oh mon Dieu, quoi. Genre là, à ce moment-là, j'ai perdu toute confiance en moi. C'est-à-dire que j'arrivais à l'entraînement, j'avais peur de jouer, j'avais peur de faire des erreurs. Et là, j'étais le plus nul enfin, je suis passé du meilleur jeu que je pouvais produire au pire, quoi, littéralement. Ah, Et donc, perte confiance, perte totale de confiance en moi, etc. Je commence à me dire qu'en fait, ils ont pas envie de moi dans l'équipe, qu'ils veulent juste faire en sorte de me virer, tout ça, machin. Et en gros, bah, j'étais tellement nul qu'en effet, ils ont juste arrêté de me faire jouer à l'entraînement. Et du coup, c'était le mec qui avait le même rôle que moi qui jouait à ma place, tu vois. Et en fait, même moi, j'étais en mode, mais en fait, j'ai pas envie de jouer pour eux parce que je sens qu'ils ont pas envie de jouer ils ont pas envie que je joue pour eux, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai pas envie d'être dans une équipe qui veut pas de moi, quoi. Et donc, voilà, le bootcamp se termine. Donc, je reste 2 semaines à rien faire, à rester à l'hôtel, etc., à juste regarder les autres jouer. Et c'est juste un enfer, quoi, littéralement. Parce que tu vois, à la différence du foot, du basket, du sport traditionnel, quand tu es remplaçant, tu regardes les autres jouer. Tu vas pas sur le terrain t'entraîner avec eux, tu vois. Parce qu'en gros, nos entraînements, nous, on joue contre une autre équipe, si tu veux. On peut pas s'entraîner entre nous réellement sur le serveur.
Oui. On est obligé de se mettre dans une situation de match réel Mhm. contre notre équipe. Mhm. Et donc, bah, ceux qui sont remplaçants, ils sont juste remplaçants, ils font rien de leur journée à part jouer tout seul dans leur coin. Et donc, c'était dur, c'était vraiment dur. Et en rentrant chez moi, parce qu'on a eu une pause de un mois environ, j'ai pas eu tout joué, quoi. En réalité, j'ai pas eu tout joué au jeu, j'étais en burn-out complet et j'étais même à deux doigts d'écrire et de demander de me faire virer. Et je sais plus pourquoi je te raconte ça à la base. Ben oui, les Coréens. Ouais. Et du coup, au final, je reviens à New York et je me dis, vas-y, tant pis. Ce que les coachs vont me dire, j'en ai rien à foutre, je les ignore. Et je fais tout ce que. Je passe en mode égoïste le plus complet dans ma tête. C'est-à-dire, je dis, c'est bon, ils m'ont poussé à bout. Je les aime pas, je les déteste, c'est sûr et certain. Mais malheureusement, j'ai besoin de thunes, j'ai pas le choix, je suis obligé d'y aller. Tu vois. J'ai aucune autre solution à ce moment-là, je suis obligé d'y aller. Et donc, je vais à New York et tout, je les ignore. Et en réalité, en fait, ils avaient besoin de moi pour jouer un perso sur lequel j'étais l'un des meilleurs au monde à ce moment-là. Et ils me disent, écoute, on a besoin de toi pour jouer ce perso-là. Est-ce que tu te sens de jouer? Et ils me disent ça 2 jours avant notre premier match sur scène, etc. Et du coup, je dis, bah oui, moi, si vous avez besoin de moi, je suis là. Mais tu vois, j'ai super fort. Moi, je suis là pour faire le travail que vous me demandez, c'est tout, ni plus ni moins, tu vois. Et donc, ils me disent, OK, on a besoin de toi, donc go, je joue, je performe bien. Et je passe titulaire. Et en fait, je suis resté titulaire pendant plusieurs mois après, tu vois. Et ma place de titulaire a jamais été remis en question. Et à chaque Mhm. fois qu'ils venaient me faire des feedbacks et tout, en fait, je les écoutais même pas, tu vois. C'est-à-dire que enfin, je les écoutais. Si j'étais d'accord, je le prenais, je travaillais. Si j'étais pas d'accord, je disais OK. Et j'en avais rien à foutre. Je prenais pas ça en compte, tu vois. Mhm. Et à côté de ça, je voyais tous mes collègues coréens, parce qu'on avait des joueurs forcément coréens dans l'équipe. Je voyais tous mes collègues coréens qui étaient trop forts au jeu. Vraiment, on était l'une des meilleures équipes à ce moment-là et tout. Ils étaient vraiment trop forts. Et un en particulier qui était le meilleur à son rôle au monde à ce moment-là, quoi. C'était hallucinant le niveau qu'il avait. Et je le voyais se faire crier dessus à longueur de journée par les coachs. Wow. Et je me disais, mais c'est des malades mentaux, les mecs, quoi. Genre, ils sont. Et en fait, tu vois, et je pense que c'est. Ouais, je pense que les Coréens, dès le plus jeune âge, on Programmé. les conditionne et on les programme, c'est ça. Les mecs se font crier dessus. Ils ont des feedbacks positifs qui ont l'air très rares, trop rares en tout cas, selon moi. Moi, j'ai jamais eu de feedback positif. Et en fait, j'en ai eu quand je suis parti de l'équipe. Parce qu'en gros, j'ai fini en burn-out. C'était l'année du Covid. Et donc, en gros, bah, à New York, tout seul, loin de ma famille, loin de tout. À New York, le Covid, c'était quelque chose, c'était super badant, loin de tout et tout. Bref, j'ai burn-out, j'en pouvais plus. Euh, je savais qu'on allait plus avoir d'événements avec le public sur scène, tout ça. Donc, moi, j'ai dit, non, mais moi, ça me va plus, j'aime plus le jeu. Enfin, j'étais au bout, quoi. J'étais au bout de mon aventure. Mhm. Je voulais rentrer, et donc je suis rentré. Et c'est là où mes coachs, enfin, j'ai vu mes coachs en larmes, littéralement, parce que je partais, tu vois. Et je comprenais pas. J'étais en mode, mais attendez, vous me criez dessus à longueur de journée, vous m'avez jamais fait un feedback positif et tout. Et là, je voyais que mon départ, vraiment, leur faisait vraiment beaucoup de mal, tu vois. Et donc, je leur en ai parlé de ça. Je leur ai dit, mais les mecs, vous m'avez jamais fait de feedback positif, je comprends pas. Moi, j'avais l'impression que vous me détestiez. Et donc, je leur ai expliqué ce que je viens de te dire là. Et au final, bah, j'ai appris que, enfin, ils étaient en mode, ouais, non, mais c'est comme ça que nous, on fonctionne, c'est comme ça qu'on a été Ça veut pas conditionné à dire qu'on te travailler. kiffe pas. C'est ça. Et en réalité, ils m'ont dit un truc Énorme. qui m'a beaucoup marqué pour tout le reste de ma carrière, qui continue à me marquer aujourd'hui, c'est que nous, en tant que coach, on vient te voir pour te dire ce que nous, on pense que tu devrais faire et pour essayer de t'aider sur la vision de jeu. Mais à la fin, si t'es pas d'accord avec nous, c'est toi qui joues, c'est toi qui fais C'est toi comme tu qui le joues. sens, tu vois. Et voilà, et du coup, ça m'a vraiment. Enfin, tu vois, moi, j'avais pas forcément eu la bonne réaction parce que j'étais en mode, je les déteste, donc je vais faire que j'ai pensé qu'à ma gueule, tu vois. Et au final, j'ai fini par faire le truc de bah, ne pas les écouter si j'étais pas d'accord, les écouter si j'étais d'accord. Donc au final, je suis arrivé quand même à ce qu'ils voulaient faire et en réalité, ils Mhm. avaient réussi à me rendre la meilleure version de moi-même. En réalité, tu vois. J'étais pas heureux, mais j'étais bon, tu vois. Fou, ça. C'est fou. Je ne sais pas si tu as vu le film Whiplash. Non, ça ne dit rien. C'est ah là là, c'est alors je sais que t'es pas trop cinéma, mais c'est un film qui pourrait te plaire. En fait, c'est exactement ce que tu es en train de me dire là, mais dans le milieu de la musique. C'est Ouais. l'histoire d'un jeune batteur américain aux prises Oh, avec son professeur de musique, qui ouais. est une espèce de tortionnaire comme tu n'en as jamais vu, et qui parvient, alors je vais pas te spoiler, hein, mais tu t'en doutes, qui parvient à sortir Ça le me dit quelque meilleur. chose. Ouais, ça Ah, me dit quelque chose. Whiplash, ça s'appelle. Whiplash en anglais, c'est le fouet. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi le nom d'une partition de jazz. Et il est énorme ce film. Énorme. Et c'est exactement ce que tu as vécu avec les Coréens. Ça m'y fait penser.
Ouais, mais je crois que je l'ai vu. Si, si, je crois que je l'ai vu. 2014, c'est ça? Par là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, si, C'est si, si, de Damien si. Chazelle. D'ailleurs, le Real s'appelle comme toi. Damien Et ouais, je l'ai vu. Chazelle, il est franco-américain. Ok. Non, si, si, je l'ai vu ce Bah, film. c'est toi, version batteur. Bah, tu vois, il faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu il y a un petit moment et j'ai pas du tout le souvenir, tu vois. Mais oui, c'est vrai, ouais, ça me dit quelque chose. Mais oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et de toute façon, tu le vois dans plein de jeux, les Coréens sont en général, alors ils gagnent pas non plus tout le temps, mais c'est quand même, ils sont en train de dominer quand même pas mal de jeux. Ils dominent Overwatch, ils dominent League of Legends, qui sont deux des jeux les plus connus en réalité, ou en tout cas les plus joués, les plus installés, on va dire. Valorant, ils sont pas encore très très forts. Tu vois, Valorant, en fait, c'est marrant parce que tu as vraiment un clash de style de jeu, quoi, en fonction des, euh, des nationalités et tout, c'est assez marrant. Et les Français sont bien positionnés. Ouais, Les en Coréens vrai. sont là, mais les Français, ils sont où, tu dirais? C'est dur, mais en réalité, on est quand même un pays qui est assez bien représenté. En réalité. Pas forcément sur Valorant. Tu vois, la Valorant, là, il y a un. On verra en vrai. À Valorant, là, on a un événement international avec toutes les meilleures équipes du monde qui a lieu là, qui commence dans 3 jours. Mhm. Dans cet événement-là, il me semble qu'on a que 5 Français. Et c'est une équipe française, en fait. Mhm. Donc 5 joueurs plus 2 coachs. Et bah, en réalité, on verra ce qu'ils font comme résultat. Mais oui, on est quand même assez bien représenté en général sur les jeux. En Overwatch League, à l'époque où j'y étais, on devait être 7-8 Français. Alors après, sur combien de joueurs, je pourrais même plus te dire, mais ça devait être sur ouais, 80 joueurs, je dirais, un truc comme ça. Mhm. Et évidemment, dans tout le monde, hein. Donc, c'était vraiment le monde entier pour le coup, cette ligue-là. Mais ouais, on est assez performant, tu vois. Il y a des jeux comme Rocket League récemment où c'est des Français qui ont fait les champions du monde. Euh, Ça va, en réalité, ça va. Mais on n'est pas au niveau des Coréens. Au niveau des Coréens, ça n'a rien à voir. Mhm. Comme je t'ai dit, la Coupe du Monde sur Overwatch, l'année où on bat la Corée, nous, Mhm. les 3 éditions d'avant, ils n'ont jamais perdu un match. C'est... Alors, imagine un scénario, Damien. Tu as un enfant demain qui veut faire ce que tu fais. Ouais. Tu as la possibilité de l'envoyer en bootcamp permanent en Corée. Oui ou non? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Parce que ça serait pas mes valeurs. Mhm. Je pense que les valeurs sont trop différentes. Elles sont trop différentes. Après, en réalité, voilà, je te donne mon expérience, mais à tout moment, c'est une expérience peut-être que j'aurais pas eu avec d'autres coachs Ouais, coréens, tu vois. ouais, Donc, oui, c'est ça. euh, donc en Mais réalité, je si, sais pas, tu vois. si ton enfant te dit, je vais être le meilleur, papa, je vais être le meilleur, Ouais. est-ce que je vais en Corée ou est-ce que je peux rester en France et être le meilleur? Tu peux rester en France et être le meilleur. Mhm. Je pense réellement que tu peux rester en France et être le meilleur. Après, on verra. Je pense qu'on a encore en France beaucoup de progrès à faire, surtout l'accompagnement qu'on fait, parce que en réalité, tu vois, à l'heure actuelle, le sport électronique, ça reste quand même des jeunes, parfois de 16, 17, 18 ans, à qui tu fais traverser le monde, qui vont loin de leur famille, loin de tout, et qui ont au final aucun support psychologique, aucun accompagnement en dehors de juste tes coachs et tes collègues de jeu, tu vois. Mhm. Donc, et dans tout ça, moi j'en suis un peu la preuve, c'est que j'ai pas fait d'études, j'ai rien fait. J'ai aucune formation, tu vois, pour aujourd'hui être en train de manager des gens, etc. La seule formation que j'ai eue, c'est moi-même et toutes les personnes avec qui toutes les personnes que j'ai pu côtoyer et avec qui j'ai pu travailler. Donc, on commence à voir, tu vois, dans les plus grosses organisations de l'accompagnement, tu vois, d'avoir des coachs sportifs, de mecs qui ont été médaillés aux Jeux Olympiques, etc. Tu Mhm. commences vraiment à avoir un accompagnement, même au niveau des kinés et tout. C'est con, tu vois, mais euh, j'ai vu quand même pas mal de joueurs qui ont des problèmes de poignet, plein de trucs comme ça, même des problèmes de dos, parce qu'on reste assis toute la journée, mine de rien, sur une chaise. Il Et y a plein les yeux, de... et les yeux dans tout ça, parce que tu dois passer un temps Ouais, infini. bah moi, tu vois, les yeux, j'ai aucun problème. J'ai vraiment aucun problème, alors que je reste toute la journée devant, quoi. Ouais. Non, j'ai aucun problème avec les yeux pour le moment. Mais ouais, il nous faut quand même de l'accompagnement, c'est sûr, même un coach mental. Valorant, ça se joue énormément au mental. Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup appris sur moi, sur mon expérience sur Valorant, c'est que Valorant, tu dois prendre tes duels, tu vois. Tu dois vraiment assumer de prendre tes duels. Et tu gagnes ton duel, c'est bien, mais tu le perds,
tu peux littéralement coûter à son équipe un point, tu vois. Et la responsabilité derrière prendre ton duel est quand même assez énorme. Et au début, moi, j'arrivais sur Valorant, j'avais peur de prendre mes duels. J'avais peur. J'étais en mode, oh, et si je décale et que je meurs, imagine, tu vois. Et j'arrêtais pas de réfléchir à ça. Et c'est super, super Mm. toxique, en fait, Ouais. pour l'environnement que tu peux avoir dans le jeu. Donc, il a fallu que je surmonte quand même beaucoup de choses. Il y a eu le manque de confiance en soi, il y a eu la peur dans le jeu, etc. Et Valorant, c'est un jeu très, très mental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me parlais de quel point je devais travailler pour le jeu. Un des points le plus important pour moi, et que j'essaye aussi c'est un point sur lequel j'essaie d'aider mes coéquipiers, c'est le mental. C'est réussir à arriver dans un match. Et quand tu es au début de ton match, tu es conditionné pour vraiment gagner et pour que rien ne t'empêche d'atteindre ton objectif, quoi. Parce que si tu commences à trop réfléchir, ah putain, attends, est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que je vais pas être en train je sais pas, j'ai pas le mot, merde. Perdre tes moyens. Non, excuse-moi. Est-ce que j'ai mangé il n'y a pas trop longtemps? Est-ce que je vais être en train de digérer pendant le match? Est-ce que j'ai assez chaud? Est-ce que j'ai trop froid? J'ai les mains froides? Est-ce que ça va empêcher? Tu vois, tu peux te réfléchir. Tu peux commencer à overthink, à réfléchir à plein de trucs, à plein de tas de trucs, alors qu'en fait, bah, si tu commences à réfléchir à tout ça, t'as perdu. T'as Ouais. automatiquement perdu, Ouais. quoi. Et tu vois, tu peux comparer ça aux pilotes de Formule 1. Les mecs, ils sont à des vitesses, ça n'a aucun sens. Et les mecs prennent des risques de fou. Mentalement, ces mecs-là, c'est des machines. Ils Mm. sont incroyables, quoi. Mm. Et mine de rien, Valorant, ça se rapproche un peu de ça, quoi. Bon, Ouais. évidemment, on va pas mourir si on rate notre virage. Ça, c'est l'avantage du truc, quoi. Mais sinon, ouais, mentalement, c'est quelque chose Quel qui est dur. très fatigant et qui est très, très dur, ouais. Mm. Quels sont tes prochains challenges? Hip. Et ben là, on est en train de jouer la Ligue française. Donc, cette Ligue française, à l'heure actuelle, donc je te disais, on était sixième il y a 2 semaines. Là, on est deuxième au classement. On a encore 2 matchs de saison régulière. Après ces 2 matchs-là, on aura du coup les phases finales. Et en fait, on a 2 parties comme ça. 2 parties où on a plein de matchs de saison régulière. On a les phases finales. En fonction de la place qu'on a aux phases finales, qu'on fait aux phases finales, on gagne un certain nombre de points. Et en fait, le but de ces 2 phases-là, c'est de gagner assez de points pour être la première équipe française. Enfin, être l'équipe française qui marque le plus de points, du coup. Et si on est cette première équipe française, on aura la chance de participer à un tournoi qualificatif pour rejoindre les meilleures équipes du monde et du coup rejoindre la Ligue européenne et donc bah, s'entraîner, enfin jouer contre les meilleures équipes européennes et aussi du monde par la suite. Donc voilà, l'objectif c'est ça, c'est d'être la meilleure équipe française. Chose qu'on peut faire réellement. Je pense qu'on peut l'atteindre. Évidemment, c'est compliqué tout ça, mais c'est un objectif à notre portée. Donc voilà, le challenge, c'est ça, être la meilleure équipe française pour être derrière la meilleure équipe. En fait, si tu veux, tu as la région française, tu as la région Allemagne, Espagne, etc., etc. Et cetera. Et en fait, derrière, la meilleure équipe de chaque région se rejoint pour un tournoi qualificatif et la meilleure équipe, du coup, de toutes les régions est qualifiée pour la Ligue internationale. Donc voilà, c'est ça Ok. le challenge, c'est ça l'objectif. C'est un objectif qui est très très dur en vrai être la meilleure équipe Atteindre. française, ça peut se faire. Être la meilleure équipe française, ça peut se faire. Par contre, être la meilleure équipe de toutes les régions, c'est très compliqué parce que t'as pas le droit à l'erreur, quoi. C'est-à-dire que t'as pas le droit de rater un match et c'est beaucoup, 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 beaucoup de matchs. Donc voilà. Ouais. Pourquoi hip? Alors c'est très con. L'histoire est un peu nulle, tu vas voir. Mais non, en réalité, quand j'étais petit, je savais pas comment on m'appelait, un pseudo et tout. J'avais aucune idée, aucune inspiration. J'ai jamais eu d'inspiration pour ce genre de truc. Et en fait, j'étais passionné par l'hypnose. Et un jour, il y a un mec qui m'a dit, mais pourquoi tu t'appelles pas hypnose et tout, machin, ça peut être drôle et tout. Donc je me suis appelé hypnose dans le jeu. Et puis, en grandissant un peu, je me suis dit, bon, c'est un peu naze quand même comme pseudo, je vais pas rester avec ça. Et j'aimais bien les pseudos courts. Je sais pas pourquoi, j'aimais bien les pseudos courts. Et je me suis dit, mais tiens, je vais raccourcir à juste hip. Et voilà, j'aimais bien comment ça sonnait tout ça à l'époque. Donc je me suis dit, bon, Mhm. bah, je pars avec ça. Et puis, bah, une fois que tu es parti avec et que tu commences à te faire connaître, à grimper un peu les échelons et tout, bah, tu le gardes, quoi. Ouais. Et voilà. Et du coup, bah, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu as plein de mecs qui font
des jeux de mots avec mon pseudo. Tu peux mettre des hips un peu partout, tu vois. T'as les hippipipoura, forcément, t'as plein de trucs comme ça. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est marrant parce que t'as plein de mecs qui font des jeux de mots. Et bon, voilà. Ah non, c'est cool. Hypnose, c'est cool. C'est Ouais, j'ai super. toujours aimé. Et tu vois, c'est Ouais. un truc qui touche un peu à notre cerveau, à notre subconscient, tout ça. Et c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup appris sur moi-même, tu vois, sur comment me conditionner, réussir à me concentrer, à me mettre dans la Moi, bonne phase. je fais le même travail. Je fais de l'hypnose aussi. Ouais, Et c'est vrai que quand j'ai des visions, j'ai l'impression d'être un personnage finalement de jeu vidéo. Si tu veux, le moi ouais, idéal se ouais. comporterait comme un personnage de jeu vidéo ou de film Mais c'est présenté. passionnant. Ouais, ça l'est, C'est ça l'est. passionnant tout ce qu'on peut faire autour de ça et tout. Et d'ailleurs, c'est un de mes regrets, c'est que j'ai pas assez de temps, je trouve, pour aller pousser un peu tout ça, tu vois. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec un coach mental il y a quelques mois. Bon, je travaille plus avec lui maintenant, mais qui justement faisait de l'hypnose et c'était vachement intéressant, tu vois. C'était super intéressant sur tout ce qu'on peut. Enfin, en vrai, l'hypnose, c'est un truc, c'est un mot simple, mais Ouais, qui qui regroupe révèle tellement tellement de de choses et choses. tout. Ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc voilà. Super, Damien. Bah voilà, on a bien discuté toi et Ouais. moi. Je te souhaite le meilleur à Bah, toi et à merci. ton équipe. Prends soin de Merci à toi toi aussi. aussi. Essaie de Ouais. trouver un petit peu de temps Ouais, ouais, c'est vrai. Ça, c'est pour un jouer aux truc aussi. échecs. C'est un truc qu'il faut que je travaille aussi. C'est trouver du temps pour autre chose aussi et me déconnecter un peu de tout ça. Sortir de cette bulle dont on parlait. C'était cool. Bah, merci. J'espère que ça t'a plu. Ah oui, ça m'a plu. Merci à toi. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. C'était un plaisir.